Anne avait le cœur bien triste ce matin, elle qui croyait avoir trouvé un foyer chez Marilla et Matthew Cuthbert. Mais Marilla avait décidé de les ramener chez Madame Spencer pour savoir qui avait commis l'erreur de leur envoyer une petite fille au lieu du garçon qu'ils avaient demandé. Marilla et Matthew auraient-ils le cœur de la renvoyer à l'orphelinat qu'Anne avait cru quitter à jamais? Je voulais te dire, Marilyn, le petit Joey Buot est passé ce matin et je lui ai dit que je pensais l'engager pour m'aider au champ cet été. C'est toi et personne d'autre qui voulait adopter un petit orphelin pour t'aider à la ferme. Ah! Oh! Au revoir, Bonnie le géranium. Au revoir, Reine des Neiges. Au revoir, Monsieur Cuthbert. Je ne vous oublierai jamais, Monsieur Cuthbert. Au revoir. Au revoir, Monsieur Cuthbert. J'ai décidé de profiter de cette promenade en voiture. Hein? Ça fait longtemps que j'ai appris que l'on pouvait presque toujours voir le bon côté des choses. Il suffit que l'on prenne la décision de le faire. Je ne vais pas penser à mon retour à l'orphelinat pendant tout le temps que durera la promenade. Hein? Oh, une églantine déjà éclose! Qu'elle est belle! Ne pensez-vous pas qu'elle doit être heureuse d'être une églantine? Ce serait extraordinaire si les roses pouvaient parler. Je suis sûre qu'elles nous diraient des choses si belles et si romantiques. Et le rose, n'est-ce pas la couleur la plus ensorcelante et délicieuse du monde? Vous savez, j'adore tous les tons de rose, mais je ne peux pas en porter. Quand on a les cheveux roux, on ne peut pas porter de rose, même dans notre imagination. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était roux dans son enfance et dont les cheveux aient changé de couleur en grandissant? Non, je ne crois pas. Et je ne crois pas que tu aies beaucoup de chance que cela t'arrive un jour, ma petite fille. Oh. Eh bien, voilà encore un espoir qui s'envole. Je commence à en avoir l'habitude, vous savez. Ma vie est un vrai cimetière d'espoirs ensevelis. C'est une phrase que j'ai lue dans un livre autrefois et je me la répète pour me consoler chaque fois que quelque chose me déçoit. Je ne vois vraiment pas ce que tu trouves de si réconfortant dans cette phrase. Mais elle me semble tellement romantique. C'est comme si j'étais l'héroïne d'un livre. Un cimetière plein d'espoir enseveli est ce qu'on peut trouver de plus romantique et j'ai le mien. Est-ce que nous allons traverser le lac au miroir cette fois-ci? Nous n'allons pas vers la mare des Barils, si c'est ce que tu entends par le lac au miroir. Nous allons prendre la route de la côte. Oh, la route de la côte, quelle jolie expression! Est-ce aussi joli que son nom le suggère? Dès que vous l'avez dit, je l'ai vu en image dans ma tête. Est-ce loin de White Sand, mademoiselle Cuthbert? 7 kilomètres. Et puisque de toute évidence tu as l'intention de continuer à bavarder, tu pourrais aussi bien me parler un peu de ta vie. Oh, vous savez, ce que je sais à mon sujet ne vaut pas la peine d'être raconté. Mais si vous me permettiez de vous dire ce que j'imagine, vous trouveriez cela beaucoup plus intéressant. Non, Anne, je ne veux pas de tes histoires imaginaires. Je veux que tu t'en tiennes aux faits, rien qu'aux faits. Commence par le commencement. Où es-tu né et quel âge as-tu? Eh bien, que se passe-t-il? Allons, vas-y, je t'écoute. Oh non, ça ne sert à rien de raconter de telles choses. Ah? Je ne tiens pas du tout à évoquer ces souvenirs maintenant.
Bonjour, Marilla. C'est l'enfant que vous envoyez l'orphelinat, je suppose. Mais j'avais compris, d'après ce que m'avait dit Rachel, que ce serait un petit garçon. Rachel est une femme équilibrée. Ça ne lui ressemble pas de confondre petite fille avec petit garçon, Non, n'est-ce pas? l'erreur ne vient pas de Rachel. Nous attendions effectivement un garçon, et j'ignore encore pourquoi c'est cet enfant qu'on nous a envoyé. Pauvre Marilla, mais c'est vraiment impensable une histoire pareille. Comment a-t-on pu faire une si grossière Je erreur? n'en ai aucune idée, je suis perplexe. C'est pour cela que nous allons à White Sand voir Madame Spencer. J'espère qu'elle aura une explication à me donner. Eh bien, si c'est une erreur, vous n'avez rien d'autre à faire que de la renvoyer à l'orphelinat. Quel dommage pour la pauvre petite. Excusez-moi, mais... Anne! Oh. Mais qu'est-ce qui te prend encore? Anne! Anne! Reviens ici tout de suite! Anne! Je suis désolée, Marilla. J'avais oublié que cet enfant nous entendait. Il faut que je m'en aille maintenant. Excusez-moi, mademoiselle Cuthbert. Ça va maintenant. Je ne bouderai jamais plus. C'est à toi de m'excuser. Je n'ai pas pensé que nos paroles pouvaient te blesser. Merci. Si vous voulez, je vais vous dire ce que je sais de moi. Toute la vérité depuis le commencement. Je suis née à Bolingbroke, en Nouvelle-Écosse, et j'ai eu 11 ans au mois de mars dernier. Mon père s'appelait Walter Shirley et il était professeur à l'école secondaire de Bolingbroke. Ma mère s'appelait Bertha Shirley. Walter et Bertha ne sont-ils pas des noms charmants? Je suis si heureuse que mes parents aient porté de si jolis noms. Si jamais mon père s'était appelé... Perlimpinpin, ça aurait été une véritable catastrophe, ne croyez-vous pas? Le nom d'une personne importe peu, je pense, si elle sait se conduire convenablement. Je n'en suis pas sûre. J'ai lu dans un livre que même si une rose portait un autre nom, son parfum serait toujours aussi suave, mais je n'ai jamais pu m'en convaincre. Croyez-vous qu'elle sentirait aussi bon si on l'avait appelée chardon, ortie ou pied de veau? Pour moi, le nom des choses et des gens est important. Si mon père s'était réellement appelé Perlimpinpin, j'en aurais eu le cœur brisé et je serais morte de honte. Bien, je te remercie de ce cours sur les noms, mais il a assez duré. Si nous en revenions à tes parents maintenant, continue s'il te plaît. Ma mère enseignait elle aussi à l'école secondaire, mais elle a abandonné son poste lorsqu'elle a épousé mon père. Elle avait assez de travail avec un mari. Ils s'en allèrent vivre dans une toute petite maison jaune à Bolingbroke. Je n'ai jamais vu cette maison jaune, mais je me la suis imaginée des milliers de fois. Je pense qu'il devait y avoir du chèvrefeuille au-dessus de la fenêtre du salon, des lilas dans la cour devant la maison et du muguet dès qu'on franchissait la barrière qui était toute blanche.
Oui, je vois clairement cette maison dans ma tête. Je n'ai qu'à fermer les yeux très fort et elle apparaît. Depuis le temps que je l'imagine, j'en connais chaque détail. Oui, il devait y avoir des rideaux de mousseline à chacune des fenêtres. Oui, c'est ça, des rideaux de mousseline. Quelle allure distinguée cela donne à une maison. Cela donne envie d'y pénétrer. Je suis venue au monde dans cette maison. Madame Thomas disait que j'étais le plus quelconque des bébés qui lui avait été donné de voir, tellement j'étais chétive et minuscule et qu'on ne voyait que mes yeux immenses. En fait, je devais être exactement comme maintenant. Pourtant, pour ma mère, j'étais le plus beau bébé du monde, paraît-il. Je croirais volontiers qu'une mère est meilleure juge qu'une pauvre femme qui vient frotter vos planchers, n'est-ce pas là votre avis ? Un bébé est toujours le plus beau pour sa mère parce qu'elle l'aime, voilà tout. Oh, je suis heureuse de toute manière, vous savez qu'elle m'ait trouvée à son goût. J'aurais été très triste de ne pas correspondre à ses désirs parce qu'elle n'a pas vécu bien longtemps après ma naissance. Et si je ne lui avais pas plu, elle n'aurait pas su ce que c'était que d'aimer un enfant. Voyez-vous, mademoiselle Culpert, je n'avais que 3 mois lorsque ma mère est morte. Emportée par une mauvaise fièvre, j'aurais souhaité qu'elle vive assez longtemps pour que je puisse me souvenir de l'avoir appelée maman. Maman, comme ça doit être doux de pouvoir appeler quelqu'un maman. Quand je vois le mot maman dans un livre, je m'imagine toujours que c'est moi qui le prononce et j'essaie de le dire de toutes les façons possibles. Ma petite maman, ou alors maman chérie, ou encore ma maman adorée et des tas d'autres. Mais cela me rend encore plus triste parce que je n'ai jamais pu appeler ma véritable mère maman. Voyez-vous, c'est impossible pour un bébé de 3 mois. Mon père est mort 4 jours plus tard, lui aussi de la même fièvre que ma mère. C'est comme ça que je suis devenue orpheline. Madame Thomas a dit qu'après la mort de mes parents, personne ne savait quoi faire de moi. Voyez-vous, déjà à ce moment-là, personne n'avait voulu s'embarrasser de moi. J'ai bien l'impression que c'est mon destin. Le fait de remuer tous ses souvenirs avait eu raison de la bonne humeur d'Anne, et elle cessa de parler. Marilla, qui, malgré tout, était une femme de cœur, attendit que le nuage se dissipe et que la petite fille reprenne d'elle-même le cours de son histoire. Tout le monde était bien ennuyé lorsque mes parents moururent. Ils n'étaient pas du pays et n'avaient plus de famille. Et j'ai su plus tard que c'est Madame Thomas qui décida de me garder. Bien qu'elle fût très pauvre, affligée d'un mari qui buvait et qui avait un caractère violent, elle m'éleva du mieux qu'elle put. Quand j'eus 8 ans, la famille Thomas quitta Bolingbroke pour aller s'installer à Marysville. Je les aidais à s'occuper de leurs enfants. Ils en avaient 4, tous plus jeunes que moi. Je peux vous dire qu'ils m'ont donné du fil à retordre.
Monsieur Thomas criait après moi dès qu'il y en avait un qui pleurait, et il pleurait souvent. Et comme Madame Thomas faisait des ménages, pour gagner notre maigre pitance, je la remplaçais du mieux que je pouvais. Mais c'était trop difficile pour une petite fille de mon âge. Monsieur Thomas buvait de plus en plus, et un jour, il tomba sur les rails et se fit écraser par un train qui arrivait à toute allure. Qu'allions-nous tous devenir maintenant? La mère de Madame Thomas lui offrit de la recueillir avec ses enfants, mais elle ne voulait pas de moi, et Madame Thomas fut bien ennuyée. Mais elle devait penser à ses enfants et elle fut obligée de m'abandonner, et je me retrouvai seule à nouveau, plus orpheline que jamais. C'est là que Madame Hammond du haut de la rivière vint me chercher. Elle avait entendu dire que je savais m'occuper des enfants et elle avait décidé de me prendre. Oh, je lui étais reconnaissante de bien vouloir se charger de moi et je suis partie vivre avec elle, dans une petite clairière au milieu des souches. Tout en haut de la rivière, le paysage n'était guère riant. C'était un endroit très isolé, très solitaire, et je suis persuadée que je n'aurais jamais pu vivre là si je n'avais pas eu d'imagination. Monsieur Hammond avait une petite scierie où il travaillait tout le jour. Quant à Madame Hammond, elle élevait ses 8 enfants. 3 fois elle avait eu des jumeaux. La famille s'agrandissait 3 fois plus vite que les autres, forcément, et ce n'était peut-être pas fini. J'aime beaucoup les bébés, mademoiselle Cuthbert, mais 3 paires de jumeaux, c'est vraiment trop. Je l'ai dit à Madame Hammond lorsque la dernière paire est venue au monde. Je n'en pouvais plus de fatigue à force de les porter. J'ai vécu 2 ans en haut de la rivière avec les Hammond. Et puis Monsieur Hammond mourut lui aussi, et Madame Hammond décida d'en finir avec sa maisonnée. Elle confia ses enfants à divers membres de sa famille et partit aux États-Unis. À nouveau, je me suis retrouvée seule. Personne n'avait voulu se charger de moi. Je me rendis alors à l'orphelinat de Hopetown, espérant que cette fois, j'allais enfin trouver un refuge où grandir sans problème. Mais en fait, ils ne voulaient pas de moi non plus à l'orphelinat de Hopetown. Ils étaient déjà plus qu'au complet. Mais finalement, ils m'ont acceptée et j'y suis restée 6 mois jusqu'à la venue de Madame Spencer. Pendant tout ce temps, es-tu allée à l'école? Oui. Mais malheureusement, pas très souvent. Lorsque je vivais chez les Hammond, nous étions trop loin de l'école et je ne pouvais y aller à pied l'hiver et comme en été il y avait les vacances, je ne pouvais y aller qu'au printemps et à l'automne. Mais je sais lire couramment. Et j'aime lire, j'ai même appris par cœur des tas de poésies. J'en connais d'absolument merveilleuses. J'ai gardé longtemps les livres que mon père et ma mère m'avaient laissés. Je les ai lus et relus des tas de fois. J'ai beaucoup appris à travers ces livres, vous savez. Malheureusement, ils ont été mis à la poubelle par erreur juste avant que j'entre à l'orphelinat. Dis-moi, ces femmes avec qui tu as vécu, Madame Thomas et Madame Hammond, est-ce qu'elles étaient gentilles avec toi? Oh, eh bien, je pense qu'elles essayaient de l'être. Oui, je suis sûre qu'elles étaient aussi bonnes et gentilles qu'il leur était possible. Et quand les gens ont l'intention d'être bons avec vous, cela ne vous ennuie pas trop s'ils ne le sont pas toujours. Comme je l'ai lu quelque part, c'est l'intention qui compte, n'est-il pas vrai? Madame Thomas et Madame Hammond avaient bien des problèmes. Elles n'avaient pas la vie facile, vous pouvez me croire, mademoiselle Cuthbert. C'est très pénible d'avoir un mari qui boit ou d'avoir des jumeaux 3 fois de suite, vous savez. Mais je suis sûre qu'elle voulait être gentille avec moi et qu'elle ne pouvait pas me donner davantage. Marilla ne posa plus de questions. Anne se laissa bercer en silence par la route de la côte et Marilla, plongée dans ses réflexions, guidait distraitement la jument.
Soudain, un mouvement de pitié se fit dans son cœur. Quelle existence sans amour cet enfant avait connue. Une petite vie de misérable esclave, solitaire et négligée. L'enfant semblait être une brave petite, de caractère agréable et disposée à apprendre. Elle jacasse trop, mais on arriverait bien à la guérir de cela, pensait Marilla. Quel dommage qu'on ait à la renvoyer. La mer est merveilleuse, mademoiselle Cuthbert. Un jour, quand je vivais à Marysville, Madame Thomas a loué une voiture et nous a tous emmenés au bord de la mer. Et nous y avons passé toute la journée. J'en ai aimé chaque moment. Bien sûr, j'ai dû surveiller les enfants sans arrêt, courir de l'un à l'autre. Mais j'ai revécu cette journée pendant des années et elle m'a procuré mes plus beaux rêves. Ces mouettes sont vraiment splendides. Vous n'aimeriez pas être une mouette? Moi, j'aimerais en être une. Comme cela serait agréable de se réveiller au lever du soleil, de descendre d'un coup d'aile au ras de l'eau, de voler toute la journée et la nuit venue d'un dernier coup d'aile retourner à son nid. Oh, mais est-ce que cette grande maison est celle de Madame Spencer? Non, c'est l'hôtel de White Sand. La saison n'est pas commencée, mais en été, des tas d'Américains viennent y passer leurs vacances. Oh, j'ai eu peur que ce ne soit celle de Madame Spencer. Je n'ai pas envie d'y arriver. Dès que nous serons chez elle, ce sera le point final à tous mes rêves. Quoi qu'il en soit, et malgré les souhaits d'Anne, le boguet conduit d'une main ferme par mademoiselle Cuthbert continuait sa route vers White Sand. Elles furent bientôt en vue de la maison de madame Spencer, où Anne verrait s'effondrer tous ses espoirs. Quand Marilla Cuthbert expliqua qu'elle ne pouvait pas garder Anne, madame Spencer ne sut tout d'abord pas quoi répondre. Puis elle se rappela qu'elle connaissait justement quelqu'un qui cherchait à adopter une jeune fille. Mais nous en saurons plus la prochaine fois.「水には遠く燃える雲はもっと遠く」